Bonjour Monsieur François Alfonsi, bienvenue dans ce podcast. Vous êtes le député de la Fédération Régions et Peuples Solidaires qui regroupe les partis autonomistes ou indépendantistes de l'Hexagone et vous représentez l'Alliance libre européenne au sein du groupe Vert ALE. Vous êtes un militant de la démocratie et du droit des peuples qui siégeait pour la seconde fois au Parlement, donc c'est un peu votre singularité. Et par rapport à votre première expérience de parlementaire, qu'est-ce qui a changé pour vous dans cette mandature? C'est une expérience qui remonte il y a 10 ans, puisque c'était un mandat, non pas le précédent, mais celui d'avant, hein, où j'étais déjà là. Donc, cette mandature a quand même été marquée par toutes les conséquences matérielles de l'épidémie du Covid. Hein. Nous vivons une mandature qui a commencé de façon normale, mais qui a rapidement été affectée par les restrictions de fonctionnement. Le fait de ne pas avoir autant de contacts avec mes collègues parlementaires, que ce soit au sein du groupe ou au sein des commissions ou siégeant avec les députés des autres groupes, c'est quand même un grand changement par rapport à ce que j'avais connu jusqu'à présent. L'action politique suppose bien sûr de travailler sur les dossiers, mais aussi de multiplier les échanges, et l'absence d'échanges peut être parfois préjudiciable. Voilà un peu ce que je considère. Ensuite, l'autre chose, c'est que malgré tout, cette crise a redonné de l'ambition à l'action du Parlement européen. Je dirais que quand même la commission von der Leyen est de bien meilleure aloi que ce qu'était la commission Barroso que je connaissais, où l'ambition européenne était vraiment très limitée et la commission entièrement consacrée à relayer les demandes du Conseil, donc des États. Madame von der Leyen a fixé un certain nombre d'objectifs et de projets qui lui sont propres et qu'elle développe avec une certaine énergie. Je pense à la conférence sur l'avenir de l'Europe, par exemple, mais aussi une ambition sur les Corona Bonds, donc l'émission d'obligations européennes. C'est des choses qui étaient tabous auparavant. L'idée de faire un emprunt européen tout court et a fortiori un emprunt européen garanti par les États membres encore plus, c'était quelque chose qui était totalement tabou. Et non seulement ça a été discuté, mais ça a été réalisé. Et ce faisant, je pense qu'on a une institution européenne qui va de l'avant, et alors qu'il y a 10 ans, il me semblait qu'elle était condamnée à faire du surplace. Voilà un peu les impressions que l'on peut développer. Et en début de mandature, vous êtes au sein de la Commission des affaires constitutionnelles, vous avez dénoncé régulièrement les errements espagnols dans la Catalogne, et vous avez vécu le 19 décembre 2019, ce moment un peu singulier où les Catalans Carles Puigdemont et Toni Comín, tous deux poursuivis par l'administration judiciaire espagnole, sont rentrés au Parlement avec leur badge. Est-ce que vous pourriez nous décrire l'émotion qui était la vôtre à ce moment-là? Eh bien, c'est d'abord évidemment la joie d'avoir une victoire politique, parce que leur entrée dans le Parlement en décembre, alors que le 1er juillet ou le 2 juillet, au moment où le Parlement a été installé, ils avaient été obligés de rester sur le pont de Kehl, c'est-à-dire ne pas franchir la frontière pour rejoindre le Parlement européen à Strasbourg, car on leur avait signifié au niveau de l'État français que s'ils franchissaient le pont, ils seraient aussitôt arrêtés et extradés en Espagne pour y être emprisonnés. Donc, cette situation qui était vraiment très, très intolérable a été surmontée grâce à une décision de justice, la Cour de justice de l'Union européenne, qui a fait droit à leur élection, à la reconnaissance de leur statut parlementaire. Et malheureusement, le troisième parlementaire concerné, qui était Oriol Junqueras, et qui était, lui, à ce moment-là, déjà emprisonné en Espagne, a été, lui, interdit de gagner le Parlement européen, alors que la décision de justice, normalement, lui en ouvrait la voie. Cependant, évidemment, quand Toni Comín et Carles Puigdemont ont gagné le Parlement européen, nous étions quelques-uns à les accueillir avec beaucoup de satisfaction. En attendant, il reste que l'Espagne a, dans cette affaire, alors que il est clair que leur action avait été entièrement pacifique et démocratique, ils agissaient en tant qu'élus de la Catalogne quand ils ont organisé ce référendum, ils ont été condamnés à des peines de prison de 13 ans
pour la plus importante, celle de Junqueras, et de 9 ans pour la plus faible. Ce sont des quantums de peine que l'on ne connaît qu'en Turquie. Au sein de l'Union européenne, on ne connaît pas ça. Même quand Poutine condamne Navalny, c'est la même justice arbitraire, mais enfin, la peine est de 2 ans et demi. Donc vraiment, il y a un problème de l'Espagne vis-à-vis de l'Union européenne, et ce problème, on n'a pas cessé de le soulever. Et je pense qu'on a été en partie entendu, car quand la question de la levée de l'immunité parlementaire de ces parlements, de ces Catalans est venue, il y a quand même eu 300 députés pour refuser cette levée de l'immunité parlementaire. Bon, certes, il y en a 400 qui ont voté pour. La pression dans les différents groupes du lobby espagnoliste était extrêmement forte. Et malgré cela, le Parlement a commencé à exprimer ses grandes réticences à suivre la politique répressive de l'État espagnol. Il y a eu ensuite une délibération que je pense très importante, le 21 juin, du Conseil de l'Europe, cette fois, c'est-à-dire l'Assemblée qui regroupe des parlementaires venus de 47 pays européens, donc pas seulement les 27 pays de l'Union, plus la Royaume-Uni, mais aussi un certain nombre de petits États comme Monaco ou Andorre, ou d'États proches comme la Suisse, la Norvège, et jusqu'à des États du Sud-Caucase, c'est-à-dire incluant la Turquie et l'Azerbaïdjan. Et ce Conseil de l'Europe a voté une délibération qui est extrêmement cinglante pour l'administration espagnole et qui, je pense, a été à l'origine de la grâce qui a permis la libération de ceux qui étaient enfermés en prison en Catalogne. Donc, les choses sont difficiles. On a beaucoup de mal à trouver un chemin démocratique. Il y a une polarisation poussée par des députés de l'Espagne, de l'ensemble des groupes. Alors, pas tous. Il y a un député dans notre groupe, où il y a des députés dans le groupe de la gauche qui, eux, ne sont pas sur la même antienne que ce que veulent les autres. Mais il y a cette question-là reste pendante et elle va marquer, je pense, toute la mandature. Et vous siégez au sein de la commission ITRE, vous êtes en pointe sur le développement des énergies renouvelables. Et pouvez-vous nous présenter vos actions pour développer l'autonomie énergétique des îles ? Les îles de l'Union européenne, et la Corse en fait partie, c'est pour ça que, bien sûr, je suis impliqué là-dessus, sont des espaces, paradoxalement, parmi les plus carbonés d'Europe. Je dis paradoxalement parce que nos îles ont en général un potentiel naturel en énergie renouvelable qui est important. En face, il y a des consommations qui sont quand même modestes puisque les populations sont chaque fois limitées. Et pourtant, le bilan carbone est très négatif. Alors, il y a des raisons à cela qui sont liées aux contraintes particulières de la vie sur une île. Bien sûr, notre bilan carbone en termes de transport, à partir du moment où on veut quitter la Corse, est plus important que si on habitait Marseille, on aurait la possibilité de prendre un train ou d'autres moyens beaucoup moins énergivores. Donc, il y a cette réalité qui est propre à toutes les îles, son désenclavement vers l'extérieur est effectivement, par nature, un élément négatif dans son bilan. Mais il y a aussi tout ce qui est notamment les productions d'électricité et les autres, puis les modèles et les transports en commun sont peu développés. De toutes les îles d'Europe, la Corse est une des rares, par exemple, à avoir une ligne de chemin de fer. Voilà, donc il y a une situation des îles qui, en termes de bilan carbone, est très mauvaise. Et elle est liée, cette situation, à des politiques qui ont du mal à trouver leur application. Pourquoi ? Parce que quand vous allez mettre une éolienne à Port-la-Nouvelle, vous arrivez par l'autoroute et ça se passe tout seul. Quand vous allez la mettre dans le Cap Corse, évidemment, il faut d'abord arriver par mer, ensuite il faut trouver le port qui est susceptible d'accueillir le chargement. Ensuite, il faut aller dans des routes très compliquées, donc c'est plus cher. Et comme il n'y a aucun dispositif qui permette de compenser ces surcoûts, finalement, les projets d'énergie renouvelable s'arrêtent aux portes des îles. L'entrepreneur qui a moyen de réaliser une éolienne
dans l'Aude le fera avec une bien meilleure rentabilité que s'il va le faire en Corse. Donc, les années passent et voilà qu'il n'y a pas eu d'éoliennes en Corse, à l'exception de deux premières éoliennes il y a très longtemps, il y a plus de 30 ans. Il n'y a plus une seule réalisation et il n'y a pas d'autonomie énergétique sans éolien. Bon, l'éolien est devenu l'énergie renouvelable la plus importante dans les bilans énergétiques européens, devant l'hydraulique, devant le photovoltaïque. Il est évident que c'est un moyen dont on a besoin. Voilà, c'est un exemple, mais il y a vraiment une approche spécifique du problème des îles qui est à faire. Alors, l'Union européenne le fait pour les îles très lointaines, celles qui sont à plus de 1000 km du continent européen, donc ça concerne bien sûr les départements d'outre-mer français, mais aussi les Canaries, mais aussi Madère, les Açores, mais toutes les îles proches, je dirais, comme la Sardaigne, la Corse, les îles Hollandes dans le nord, toutes ces problématiques ne sont pas du tout prises en compte et le travail que l'on fait avec d'autres députés insulaires, c'est d'essayer de faire prendre conscience à la Commission et voilà, c'est un des axes de mon travail au sein de ce Parlement. Et vous siégez aussi au sein de la Commission du développement régional. Et est-ce que vous pouvez nous évoquer votre combat pour donner un statut pour les îles? Donc, nous avons donc d'abord créé un intergroupe au tout début de la mandature, un intergroupe alors, qui ne regroupe pas que des députés insulaires, mais des députés des zones côtières en général, et bien sûr insulaires. Il y a une vice-présidence et une commission spécifique des îles que je préside. Et donc, cet intergroupe permet d'avoir des députés qui sont du Parti socialiste, du PPE, de la gauche, voilà. Dans les différents groupes, nous sommes représentés. Notre concertation permet de développer une démarche en commun. On a ensuite la chance que la commission du développement régional est présidée par un député réunionnais, qui est Younous Omarjee, et qui était déjà parlementaire que je connaissais donc de mon premier mandat, et qui, en tant que réunionnais, comprend très bien les problématiques que l'on veut porter. Et donc, avec lui, on va essayer de faire en sorte que la commission de développement régional soit le cadre dans lequel se développe ce débat sur la nature spécifique des politiques à faire réaliser dans les îles. Bon, ça vaut pour l'énergie, mais ça vaut aussi pour d'autres domaines, de façon à ce que les îles soient à égalité de développement, à égalité de protection de la biodiversité, etc., vis-à-vis des autres régions plus continentales et donc qui, elles, connaissent des cadres très différents. Donc, voilà, nous sommes là-dessus. Nous avons, pendant la période du Covid, interpellé plusieurs commissaires européens, Mme von der Leyen, mais aussi Mme Vestager, M. Gentiloni et Mme Ferreira. Donc, Vestager pour tous les aspects de la concurrence, Ferreira qui est la présidente du développement régional et Gentiloni qui est en charge du plan de relance et du développement économique. Je crois qu'on a un message qui commence à passer, mais le vaisseau européen, c'est un paquebot, quoi. Bon, avant de le mettre en mouvement, il faut beaucoup d'efforts. Alors, j'espère qu'une mandature suffira pour arriver à des résultats concrets. Et vous vous battez aussi pour que la réserve de Scandoula, qui se situe, dont les côtes se situent près de la commune d'Ozari, dont vous avez été le maire pendant 18 ans, je crois, retrouve son diplôme européen. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes? Écoutez, c'est une réserve qui est un peu emblématique, sans doute une des plus connues de Méditerranée, et puis une des plus anciennes, hein, date de 1975, et c'est à la fois sa qualité et son inconvénient. C'est que comme elle est très ancienne, le décret ministériel qui l'a créé a prononcé un certain nombre de dispositions, et notamment d'interdictions, qui étaient valables à l'époque où le décret était écrit. Sauf que depuis, les choses ont changé. Depuis, un bateau qui arrive sur zone, eh bien, souvent, il a un drone à bord. Les drones, à l'époque, je ne savais pas que ça existait. Et donc, vous avez un décret qui peut concerner, qui a des mesures pour réglementer éventuellement le passage du bateau, mais qui ne dit rien des drones. Donc, comme il ne dit rien des drones, rien n'est interdit. Et même chose pour la fréquentation par les bateliers, qui étaient embryonnaires au début et qui aujourd'hui est devenue une activité
je dirais pas industrielle, ce serait exagéré, mais beaucoup plus dense, beaucoup plus importante. Et donc, ce décret ne permet pas de mettre en place la régulation nécessaire. Et donc, les dérives que beaucoup ont dénoncées viennent de là. L'organisme gestionnaire, par exemple, ne peut pas interdire aujourd'hui le mouillage des bateaux dans les herbiers de Posidonie de la réserve. C'est un herbier de Posidonie qui était un des plus beaux de Méditerranée, le plus beau sans doute, un des plus profonds en tous les cas. Et aujourd'hui, les scientifiques ont jugé qu'il était très dégradé et qu'il n'avait plus qu'une note à peine passable par rapport à d'autres herbiers qui sont de la meilleure qualité. Et tout ça est lié au mouillage. Et on n'a pas le moyen d'empêcher le mouillage des bateaux dans la réserve. Nous, on le demande avec insistance et le décret ne le permet pas. Donc, l'action que l'on a menée, et je veux remercier Michel Rivasi qui a été très actif à mes côtés à ce sujet, c'était de dire à l'État modifier ce décret. L'État fait la sourde oreille pour des raisons que je n'arrive pas à comprendre. J'ai vu le préfet maritime qui est responsable de toute l'aire méditerranéenne et on arrive à une situation qui est presque incroyable. C'est-à-dire qu'il est en train de réglementer le mouillage sur les herbiers de Posidonie en interdisant aux plus gros navires de le faire sur tout le littoral français, y compris le littoral de la Corse. Le seul endroit où il ne le fera pas, c'est à Scandale, parce que comme le décret prévoit que la navigation y est libre, il dit « je n'ai pas les moyens juridiques d'interdire le mouillage dans la réserve de Scandale ». Je ne sais pas si vous voyez à quel point on peut marcher sur la tête. Voilà, donc, et là, c'est vrai que notre statut de député européen, le fait qu'on ait saisi la Commission, qu'on soit adressé au Conseil de l'Europe qui gère le diplôme, j'espère, fera suffisamment de pression pour bouger le mammouth étatique et faire en sorte qu'ils prennent des mesures qui, malgré tout, sont de bon sens et qui, j'espère, permettront de redonner à la réserve les moyens de sa protection. Pouvez-vous nous parler du Minority Safe Pack Initiative, qui est l'une des rares initiatives citoyennes européennes validées par la Cour européenne de justice? Donc, effectivement, c'est une initiative qui est partie en 2013, si ma mémoire est bonne, et qui a abouti en 2017-2018 avec, en ayant rempli tous les critères d'éligibilité pour une initiative. Alors, c'est quoi une initiative citoyenne? C'est donc une proposition qui est faite de mettre à l'agenda du Parlement européen une question voulue par les citoyens. Et les citoyens doivent être 1 million, doivent être issus de différents pays avec des seuils de qualification. Et il y a déjà une première partie où les initiateurs négocient avec la Commission et obtiennent un feu vert de la Commission pour qu'elle lance le recueil des signatures. Ensuite, il y a la période du recueil des signatures qui une procédure très stricte qui est menée par la Commission elle-même et où les gens doivent s'identifier avec leur numéro de passeport ou de carte d'identité, etc. Et on arrive donc en 2018 avec une initiative qui ouvre les portes du Parlement européen et de la Commission, c'est-à-dire que, ayant rempli toutes les conditions, le million de citoyens qui posent ces questions obtiennent le droit à ce que ces questions soient mises à l'ordre du jour des débats parlementaires. Et donc, ils le font, ils ont le choix pour le faire. Comme on était en fin de mandature en 2018, ils ont préféré attendre 2019 et la nouvelle mandature et la nouvelle Commission européenne aussi, car la précédente était, je crois, encore plus défavorable, de façon à essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Donc, cela a donc été fait. Le Covid est venu interrompre ce qui avait été lancé fin 2019. Il y a eu donc une sorte de report de 6 mois, car c'est une procédure qui prévoit des auditions. Dans ces auditions, il y a des experts qui viennent, il y a du public qui assiste. Donc, tout cela a été très compromis par les contraintes sanitaires. Et donc, il y a eu le Parlement a formulé des propositions pour avoir des procédures de rechange. Ensuite, ces procédures de rechange ont été appliquées aux minorités CEFPA, qui a débouché sur une délibération du Parlement européen qui était largement votée, plus de 500 députés, reprenant les thématiques essentielles de cette proposition citoyenne. Malheureusement, la Commission qui est décisionnaire
a répondu à cette demande des citoyens, appuyée pourtant par le Parlement européen, que leurs propositions étaient traitées par le droit commun et que donc, en gros, elles étaient rejetées. Et donc, nous sommes déçus de cela parce que et c'est le travail du groupe en général, il est de dire qu'on doit favoriser l'initiative citoyenne auprès du Parlement européen, qu'une des raisons de l'éloignement qu'il y a entre les citoyens et l'Europe, c'est le fait qu'il y a très très peu de prise en compte des initiatives citoyennes et que cette commission, en refusant de prendre en compte l'initiative citoyenne, qui est un long parcours, a pris une décision et a donné un très mauvais signal pour les réformes à venir que l'on voudrait porter à travers la conférence sur l'avenir de l'Europe. Et vous avez aussi une activité parlementaire hors les murs, avec la mobilisation du collectif pour que vivent nos langues. Pourriez-vous nous partager cette initiative ? Pendant que j'étais en campagne électorale en 2019, donc mon rôle sur la liste de Yannick Jadot, c'était bien sûr de mobiliser les mouvements régionalistes derrière cette candidature. J'ai donc été amené à faire campagne en Bretagne, en Occitanie, au Pays Basque, et en Alsace, etc. Et j'étais à la rencontre à ce moment-là de beaucoup de militants de la langue, bretonne, basque, occitane, catalane, etc. Et j'ai ressenti à la fois leur mobilisation. Il y a un vrai mouvement populaire des parents, des enseignants, des jeunes qui est vraiment intéressant à suivre. Et ensuite, j'ai vu aussi leurs inquiétudes parce que c'est durant la campagne électorale, ce mois de mai 2019, que s'est mis en place la réforme Blanquer du baccalauréat. Et cette réforme Blanquer du baccalauréat a traité avec beaucoup de négativité la question des options pour les langues régionales et préparait le terrain à ce que l'on a observé depuis, à savoir que de moins en moins d'enfants pourraient suivre ces options, puisqu'on les a rendées concurrentielles avec d'autres options, notamment des options linguistiques, et que donc l'enfant qui prépare son baccalauréat, son entrée ensuite en faculté, est donc amené à abandonner l'option langue régionale pour privilégier des options qui vont ensuite être plus importantes pour son cursus scolaire. Et cette inquiétude donc de tout ce réseau associatif, je l'ai ressenti. Et donc, dès septembre 2019, la première année de la réforme Blanquer, donc seules les entrées en seconde étaient concernées, et puis ensuite les entrées en seconde en première, puis maintenant on est à la troisième année, j'ai proposé à tout ce monde de se réunir, et pour ça, on a utilisé les moyens que le Parlement européen nous propose à Paris même, puisque à côté de l'Assemblée nationale, il y a un magnifique lieu qui est proposé par le Parlement européen pour le travail de ses députés, notamment une très belle salle de réunion. Et donc, et on a au Parlement européen des moyens qui sont mis à disposition de chaque parlementaire pour son action politique. Et donc, le collectif Pour que vive la langue a été créé ainsi. Et il a développé son action. On a notamment manifesté au ministère de l'Éducation nationale en novembre. Là encore, le Covid qui est arrivé juste après, début 2020, a peu changé les modalités, mais le collectif ne s'est pas du tout démobilisé. Au contraire, il a été de plus en plus actif, il a mobilisé des députés. Le premier des députés qui était d'ailleurs présent à la création même du collectif a été Paul Molac, le député breton, dont l'action parlementaire, avec d'autres députés regroupés dans le groupe Liberté et Territoire, notamment des parlementaires corses, puisque 3 députés sur 4 de l'île sont membres du même parti que moi. Et donc, ces gens-là, nous sommes tous mis ensemble et Paul a été à l'initiative d'une proposition de loi dans la niche parlementaire de ce groupe. Et cette proposition de loi a été appuyée par le collectif. Il y a eu des dizaines et des dizaines de réunions entre des membres du collectif et des députés
notamment en Alsace, en Occitanie et en Bretagne, où les députés sont nombreux et où cela compte sur le vote final. Et ces dizaines et dizaines de réunions, la coordination qui a été faite, de nouvelles manifestations devant chaque rectorat en octobre 2020, tout cela a contribué à ce que la loi Molac soit votée, mais pas seulement votée, mais très bien votée, puisque plus de 60% des députés et des sénateurs ont voté, malgré l'avis contraire du ministre Jean-Michel Blanquer, en faveur de la loi présentée par Paul Molac. Et donc, ça a été pour nous un résultat politique très important. On sait que par la suite, certains députés qui sont extrêmement anti-langue régionale et qui sont aussi membres de la République En Marche. Bon, beaucoup des députés de la République En Marche ont voté pour la loi Molac, une majorité d'entre eux, mais il y a un noyau d'irréductibles qui s'est rassemblé pour faire un recours au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, qui est une instance extrêmement conservatrice et extrêmement hostile aux langues régionales, elle a manifesté à plusieurs reprises, particulièrement en empêchant la France de ratifier la Charte européenne des langues régionales. Donc, le Conseil constitutionnel a rendu un avis qui censure la loi Molac et qui donc met en difficulté tout le réseau associatif de l'enseignement immersif qui, à travers CSK, à travers Diwan, à travers les calendrettes, à travers la Bressol, aujourd'hui permet la scolarisation d'une quinzaine de milliers d'enfants en langue d'immersion, en langue régionale. En Corse même, c'était en complément de l'action générale menée pour toutes les langues, une action plus particulière pour la langue corse. J'ai été à l'initiative du lancement de Scolabourse, qui est le réseau équivalent à Diwan, et nous ouvrons les premières classes à la rentrée 2021. Donc voilà, c'est toute une action qui est très importante, qui pose un problème politique général de la vision que l'on a de la France. Est-ce que la diversité linguistique est l'emblème de l'Europe est interdit en France? C'est une vraie question. Et là-dessus, le ministre Blanquer, et je crains malheureusement aussi le président Macron, sont dans une tradition telle qu'elle était portée jusqu'à présent par Jean-Pierre Chevènement, par exemple. Merci, Monsieur Alfonsi, pour votre participation à ce podcast et pour le beau combat que vous menez pour le droit des peuples. Merci à vous.